Bonjour, dans cette troisième vidéo concernant les bases du traitement de signal, on va aborder les systèmes linéaires invariants dans le temps, leurs propriétés ainsi que certains outils mathématiques comme le produit de convolution. Donc, nous allons commencer par définir c'est quoi un système linéaire invariant dans le temps, mais aussi continu, ainsi que différentes façons de le représenter. Nous aborderons ensuite le produit de convolution et ses principales propriétés qui nous seront utiles dans le traitement numérique de signal. Nous finirons par introduire brièvement la formulation de Poisson. Donc, pour définir un système linéaire invariant dans le temps, on doit d'abord définir un système, donc qui est la représentation mathématique d'un processus physique qui, à un signal d'entrée E de t, va faire correspondre à un signal de sortie S de t. On dit alors que ce système est linéaire si, à une combinaison linéaire de signaux d'entrée, il va donner en réponse la même combinaison linéaire, des réponses individuelles à chacun des signaux d'entrée. Autrement dit, un signal d'entrée alpha 1 E1 plus alpha 2 E2, sachant que S1 sera la réponse de E1 et S2, ce sera la réponse de E2, donc la réponse à une telle entrée sera égale à alpha 1 fois la réponse du système à E1 plus alpha 2 fois la réponse du système à E2. Donc c'est la linéarité qu'on connaît tous. Maintenant, un système est ensuite classé comme étant continu s'il peut traiter les grandeurs analogiques, qui varient dans le temps de façon continue. Donc on distingue alors dans la réponse d'un tel système continu deux régimes. Donc il y a le régime transitoire. Donc le régime transitoire, il vient juste après l'excitation de l'entrée. Donc avant l'excitation, on a le régime permanent. Et si par exemple on a excité l'entrée avec un échelon, vient ensuite un régime transitoire avant que la sortie se stabilise pour passer et pour revenir au régime permanent. Donc par exemple dans le deuxième cas ici, donc on a une réponse harmonique, donc l'excitation est le signal en bleu. Donc avant l'excitation c'est le régime permanent. Une fois on excite l'entrée avec un signal sinusoïdal, la réponse va commencer à varier. Elle passe par un régime transitoire avant de revenir au régime permanent. On peut aussi parler de régime libre. Donc le régime libre, il caractérise le comportement du système avant l'excitation, et le régime forcé qui caractérise le comportement du système après l'excitation. Donc ça c'est pour la linéarité. Enfin, on dit qu'un système est invariant dans le temps si une translation temporelle du signal d'entrée se traduit par la même translation temporelle du signal de sortie. Par exemple ici, donc on a ici notre signal d'entrée à l'instant t0 et on a la réponse en rouge. Si le même signal d'entrée se retrouve translaté dans le temps avec un décalage taux, donc la réponse sera conservée, c'est la même réponse, la même forme, mais elle sera translatée dans le temps avec le même décalage taux. Donc on peut aussi ajouter la causalité pour définir un système. Donc on dit qu'un système est causal si, bien sûr, si le signal d'entrée E de t est nul pour t inférieur à t0, alors le S de t sera aussi nul pour t inférieur ou égal à t0. En général, pour les régimes physiques, pour les signaux physiques, je m'excuse, signaux analogiques physiques, t0 c'est 0. C'est-à-dire le signal n'existe pas pour t inférieur à 0, mais il existera uniquement pour t supérieur à 0. Donc là, c'est la définition d'un système continu, linéaire, invariant dans le temps. Maintenant, comme exemple, donc le circuit RC ici peut être considéré comme un exemple de système continu, linéaire, invariant dans le temps. Alors pourquoi linéaire? Parce que la résistance et le condensateur vont relier linéairement le courant qui les traverse à la tension entre leurs bornes. Il n'y a pas d'opérateur de dérivation. Il est de plus invariant si l'on suppose que les composants sont stables au cours du temps. Voilà un exemple
de système linéaire invariant dans le temps, système électronique. Maintenant, concernant la représentation d'un tel système, on peut la faire de deux façons différentes. La première permet de représenter le comportement temporel du système à l'aide des équations différentielles qui vont donner la relation entre le signal de sortie is de t et celui de l'entrée e de t. Donc la méthode typique pour retrouver une telle équation différentielle consiste en premier lieu à utiliser les lois de Kirchhoff et les lois de comportement des dipôles, loi des mailles, loi des nœuds, ainsi de suite. À chacune de nos étapes, on va essayer de remplacer les grandeurs sans intérêt par les grandeurs intéressantes. Et bien sûr, il faut essayer d'utiliser les lois du comportement. Ça veut dire, pour un condensateur, c'est IC égale à C dUC sur dt. Pour une bobine, c'est UL égale à L dIL sur dt. Et ne pas hésiter à dériver l'équation pour insérer ces lois de comportement. Et enfin, toute grandeur qui apparaît dans l'équation doit être légendée sur le schéma du circuit. Donc un exemple, donc on va essayer de prendre ce circuit RLC et on va essayer de retrouver son équation différentielle, c'est-à-dire qui représente la relation entre Vs de t et Ve de t. Donc on commencera par la loi des nœuds, qui donnera le courant principal I de t qui traverse R, c'est IC plus IL. D'accord? Donc, et le I de t qui traverse R, c'est la tension UR divisée par R. Donc voilà la loi des nœuds. Donc on va essayer de dériver cette loi. Pourquoi dériver cette loi? Pour essayer de retrouver les lois du comportement. Donc on va dériver ça, donc on aura 1 sur UR, DUR sur DT égale à DIC sur DT plus DIL sur DT. Et là on voit bien que DIL sur DT, ça va nous donner la tension UL au bord de la bobine, et le IC, on va le remplacer par C DUC sur DT. C'est-à-dire on va essayer d'utiliser les lois du comportement. Donc le IC a été remplacé par C VS sur DT. Pourquoi VS? Parce que VS c'est UC, la tension au bord du condensateur. Ce qui nous a donné une dérivée seconde, plus on a remplacé DIL sur DT par VS sur L. VS c'est aussi la tension UL au bord de la bobine. Maintenant ici, on a dit qu'on remplacera les grandeurs, c'est-à-dire non nécessaires, par les grandeurs qui sont nécessaires. Et nous, on veut Vs en fonction de Vt, donc ici la grandeur dans cette équation-là qui n'est pas nécessaire, c'est UR. Donc on va essayer de la remplacer avec une loi des mailles. Donc on a UR, c'est VE moins Vs. Et la dernière étape, c'est on va effectuer un regroupement de Vs ici, pour retrouver l'équation différentielle finale, qui est une équation de deuxième ordre. Donc voilà un exemple typique pour retrouver l'équation différentielle d'un système continu linéaire invariant dans le temps en montage électronique. Donc en conclusion, un système qui vérifie une équation différentielle linéaire à coefficient constant, si les coefficients sont constants, donc est un système linéaire invariant dans le temps. Et à l'inverse, si un système linéaire continu invariant dans le temps est décrit par une équation différentielle, alors elle est linéaire et à coefficient constant. Donc voilà la conclusion. Maintenant, la deuxième façon de représenter les signaux, les systèmes linéaires invariants dans le temps, c'est la fonction de transfert harmonique. Donc, en effet, donc, les signaux harmoniques, ils vont jouer un rôle fondamental dans l'étude de ce type de système, puisqu'ils vont constituer un critère expérimental d'identification pour identifier un système continu linéaire invariant dans le temps. Donc on sait qu'un signal harmonique, c'est la forme U de t, UM cosinus oméga t plus phi. Il peut être représenté par sa représentante complexe avec U sous forme d'un module et d'une phase. Donc, alors si le signal d'entrée d'un système linéaire invariant dans le temps est harmonique de pulsation oméga, alors en régime permanent, une fois il passe en régime permanent, le signal de sortie est également harmonique. On va conserver la même pulsation, mais il y aura une variation au niveau de l'amplitude et du déphasage. Donc on va pas forcément conserver l'amplitude et le déphasage du signal, mais le système continu linéaire va conserver la pulsation du signal d'entrée. Donc, comme la plupart le savent, donc c'est quoi la définition du fonction de transfert harmonique? C'est le rapport
complexe du signal sortie VS sur le signal d'entrée VE. À partir de ce rapport H, donc on va déduire le module et l'argument, c'est-à-dire le déphasage entre VS et entre VE. Donc on va prendre le même circuit RLC comme exemple, le circuit RLC de tout à l'heure, pour retrouver la fonction de transfert du même circuit. Donc il y a quelques instants, on avait retrouvé l'équation différentielle, maintenant la fonction de transfert, on va essayer de la mettre sous cette forme. Donc on va commencer par l'association d'impédance. Donc ici la règle, les méthodes sont simples. Donc on fait en général, on utilise l'association d'impédance série parallèle et en les combinant avec les lois comme le temps diviseur, tension ou Millman. Donc ici on va rechercher l'admittance équivalente ici entre C et L. Donc Y c'est JC oméga plus 1 sur JL oméga. Donc après on va essayer d'appliquer le pont diviseur tension pour retrouver VS en fonction de VE. Donc on aura H. VS sur VE c'est Z équivalente sur Z équivalente plus R. Et on remplace Z équivalente par 1 sur Y équivalente pour tomber sur cette équation. Donc 1 sur 1 plus R fois Y équivalente. On remplace Y équivalente par son expression. Et on retrouve l'expression finale de H qui est égale à 1 sur 1 plus J facteur de RC oméga moins R sur L oméga. Donc par identification, on peut la poser sous forme sous la forme suivante. 1 sur 1 plus JQ oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga avec le facteur de qualité du montage R fois racine de C sur L et oméga 0 la fréquence de coupure puisque c'est un circuit bouchon, donc c'est un passe-bande. Donc oméga 0 égale 1 sur racine de LC. Donc voilà un exemple pour la représentation ou pour la représentation sous forme d'une fonction de transfert. Alors cette représentation sous forme de fonction de transfert, elle va donner lieu à une représentation graphique connue sous le nom de diagramme de Bode, donc qui est tout simplement une double représentation graphique de la fonction de transfert. Donc on va représenter le gain en fonction de oméga et la phase, l'argument en fonction de oméga, sachant que l'axe des pulsations sera gradué en échelle logarithmique. Donc la définition du gain c'est le 20 log du module. Ça veut dire le module H c'est 10 la puissance le gain sur 20. Donc généralement au lieu de tracer le diagramme de Bode point par point, on trace le diagramme asymptotique de Bode sur lequel on va faire l'analyse du comportement fréquentiel du système continu linéaire invariant. Donc plutôt que de tracer le diagramme de Bode précis, on va tracer le diagramme de Bode asymptotique qui est généralement largement suffisant pour faire l'analyse fréquentielle. Maintenant, parmi les signaux caractéristiques d'un système continu linéaire invariant dans le temps, il y a la réponse impulsionnelle, donc qui constitue la réponse H de t, c'est-à-dire impulsionnelle H de t du système, en réponse à une impulsion de Dirac. Ça veut dire, on va attaquer le système avec une impulsion de Dirac, et la réponse, on l'appelle la réponse impulsionnelle. Donc, cette réponse impulsionnelle, elle va caractériser le comportement temporel du système. Entre guillemets, on peut dire que c'est sa fonction de transfert, mais dans le domaine temporel. Et après, quand on va définir le produit de convolution, on pourra l'utiliser. Donc, on pourra utiliser cette réponse impulsionnelle, on pourra l'utiliser pour relier E de t à S de t. Donc, voilà pour la réponse impulsionnelle. Donc, c'est la réponse à une impulsion de Dirac. La deuxième réponse utile dans le traitement de signal, c'est la réponse indicielle. En effet, donc, l'intérêt de cette réponse, c'est d'observer le comportement du système linéaire continu invariant dans le temps, le comportement suite à une discontinuité finie au niveau du signal d'entrée. C'est-à-dire, on applique une discontinuité au niveau de l'entrée, qui présente un temps de montée très court, et on regarde le comportement du système à cette discontinuité.
Donc en général, la discontinuité est représentée par un échelon unitaire. Et la réponse indicielle, c'est la réponse du système à cet échelon unitaire. Donc on applique la discontinuité à l'entrée, représentée par un échelon unitaire, et on essaie de relever la réponse indicielle. Donc voilà pour les systèmes linéaires invariants dans le temps. Donc c'est une description rapide. On a réalisé une description rapide de ces systèmes. On a vu c'est quoi la linéarité, c'est quoi un système continu, c'est quoi un système invariant. On a vu un exemple, puis on a essayé de voir comment le représenter dans le domaine temporel avec l'équation différentielle et dans le domaine fréquentiel avec la fonction de transfert harmonique. Puis on a défini les deux principales réponses d'un tel système, à savoir la réponse impulsionnelle et la réponse indicielle. Maintenant, donc la deuxième partie de la vidéo concerne la définition du produit de convolution. Donc si on considère x de t, y de t, deux fonctions intégrables sur R, on appelle produit de convolution de x par y, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux, y de t moins taux des taux, ou l'intégrale de moins l'infini à plus d'infini de y de taux fois x de t moins taux des taux. Alors taux elle constitue ici une variable muette d'intégration. Alors si le système, c'est-à-dire si les signes sont causaux, c'est-à-dire x de t, y de t sont causaux, ce produit de convolution, donc l'intégrale devient de 0 à t. Vu qu'un système causal, il est nul pour t inférieur à 0. Alors, ça va nous aider où? Donc la première utilité de ce produit de convolution, c'est pour un système linéaire continu invariant dans le temps. Le signal de sortie Vs de t est défini comme le résultat du produit de convolution du signal d'entrée avec la réponse impulsion h de t. Donc voilà, donc je vous avais dit qu'on va pouvoir retrouver la relation entre Vs de t et Ve de t. On utilise la réponse impulsionnelle, donc c'est le produit de convolution qui permet de faire cette relation. Donc Vs de t égale à h de t convolu à Ve de t. On va relier ça après à ce qu'on connaît dans le domaine fréquentiel. On sait que dans le domaine fréquentiel, Vs de f, c'est h de f fois, donc le produit normal, fois Ve de f dans le domaine fréquentiel. Maintenant, on vient de définir la relation entre Vs de t et Ve de t avec le produit de convolution qui introduit la réponse impulsionnelle. Ce qui va nous amener aux propriétés du produit de convolution, qui est un outil mathématique très utile en traitement de signal, notamment pour le filtrage, l'échantillonnage et les différentes techniques de modulation. Donc, conscient ces propriétés, on distingue les propriétés mathématiques usuelles, donc à savoir la commutativité, l'associativité et la distributivité, donc ce sont des propriétés usuelles. Alors la première propriété nouvelle et utile, pour la suite du cours, c'est que l'impulsion de Dirac constitue l'élément neutre du produit de convolution. C'est-à-dire si un signe x de t convolu avec Dirac de t donnera x de t. Donc il donnera le signal x de t. Donc cette propriété d'élément neutre pour l'impulsion de Dirac va s'avérer utile dans certains calculs. Donc x de t convolu à Dirac de t, c'est x de t. La deuxième propriété, qui est nouvelle et utile elle aussi, est celle du décalage temporel. C'est la convolution x de t, x, y, décalé de t0, c'est égal à x de t convolu à y décalé, ou x décalé de t0 convolu avec y. Alors ces deux propriétés, c'est-à-dire Dirac comme élément neutre et le décalage temporel, donc vont nous amener au résultat de la convolution par une impulsion de Dirac décalée de t0. Ce décalage peut être fréquentiel ou temporel, c'est-à-dire on peut, du point de vue temporel, si on prend x de t convolu à Dirac de t moins t0, on obtient donc x convolu à Dirac t moins t0, puisque Dirac il est neutre, donc on obtient x de t moins t0. Ça c'est très très utile. Donc x de t qui est convolu à une impulsion décalée de t0, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le signe x de t lui-même qui sera décalé avec t0. C'est valable même si on met dans le domaine fréquentiel, on aura Dirac de f moins f0, c'est-à-dire x de f fois Dirac de f moins f0, ça donnera x de f moins f0.
Donc il s'agit d'une propriété importante en termes de signification physique. Donc qu'est-ce que ça signifie? Pour décaler temporellement ou fréquentiellement une fonction, on la convolue avec une impulsion de Dirac. Donc voilà une fonction de départ, fonction de x, ça peut être le temps ou la fréquence, qui est convoluée avec une impulsion de Dirac décalée de a. Le résultat, c'est la fonction d'origine qui sera décalée elle-même de a. Donc si on veut décaler une fonction, soit dans le domaine fréquentiel ou dans le domaine temporel, on veut la décaler à droite ou à gauche, on la multiplie par une impulsion de Dirac qui est décalée avec le décalage désiré. Et ça, il faut se rappeler de cette propriété parce qu'on va beaucoup l'utiliser dans le traitement numérique de signal et surtout dans l'échantillonnage. Alors la deuxième propriété utile, avec laquelle on va finir cette brève description concernant le produit de convolution, c'est le théorème de Plancherel, donc qui dit que la transformée de Fourier d'un produit de convolution, c'est le produit des transformées de Fourier. Et la même chose, à l'inverse, la transformée de Fourier d'un produit, c'est la convolution des transformées de Fourier. Ce qui nous amène à ce qu'on connaît. Donc, ça veut dire ici, Vs de t égale h de t convolue avec Ve de t. Quand on passe au transformé de Fourier, on retrouve Vs de f, c'est le produit de h de f fois Ve de f. Ça, c'était connu avant. Maintenant, on vient de définir la relation entre Vs et Ve avec le produit de convolution. Donc, on a fermé la boucle. Donc, voilà pour cette brève partie concernant le produit de convolution. On a vu uniquement les choses qui vont nous intéresser après au niveau de la numérisation du signal et surtout au niveau de l'échantillonnage. Donc la dernière partie de cette vidéo portera sur la formulation de Poisson qui constitue qui est à l'origine une introduction mathématique de la transformée de Fourier. On va voir que c'est une introduction mathématique à la transformée de Fourier. Donc on commence par définir un signal très utile en traitement numérique de signal et surtout au niveau de l'échantillonnage, il s'agit du pain de Dirac qui est défini par une somme de Dirac qui sont décalées dans le temps, c'est-à-dire une somme de Dirac périodique de période TE. Donc une somme de Dirac périodique de période TE et d'amplitude 1. Alors on va démontrer que le spectre d'un pain de Dirac, c'est-à-dire sa transformée de Fourier, un pain de Dirac de période TE, est un pain de Dirac fréquentiel, voilà, une somme de Dirac fréquentielle de période FE et d'amplitude 1 sur TE. Donc, le spectre d'un pain de Dirac de période TE est un pain de Dirac de période FE et d'amplitude 1 sur TE. Donc, pour la démonstration, donc on a comme point de départ le pain de Dirac qui est ici représenté par une somme de Dirac qui est périodique de période TE, c'est-à-dire Dirac à l'instant 0, puis à l'instant TE, de T1, ainsi de suite. Donc, comme cette suite d'impulsions est un signal périodique, on peut décrire par sa décomposition complexe en série de Fourier, c'est-à-dire la somme de Cn exponentielle j depuis n TFE, avec Cn égale 1 sur TE, l'intégrale sur une période de Dirac, du pain de Dirac exponentielle moins j depuis n TFE. On a intégré ici entre TE sur 2 sur cet intervalle. Et sur cet intervalle, on peut représenter le pain de Dirac par une impulsion de Dirac. Donc ça donnera Cn égale 1 sur TE, l'intégrale sur une période de Dirac de t exponentielle moins j depuis n TFE dt. Alors arrivé à ce point-là, on va utiliser la propriété d'impulsion de Dirac qu'on a démontré durant le cours des transformées de Fourier. C'est que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'un signe x de t multiplié par Dirac de t moins t0, c'est x à l'instant t0. Donc si on fait une analogie, ici le x de t c'est ça. Ça c'est mon x de t.
Et ça, c'est Dirac de t moins t0. C'est-à-dire t0 ici, c'est égal à 0. C'est-à-dire, si je veux intégrer ça, c'est x à l'instant t0, c'est-à-dire c'est le x de t, c'est l'exponentiel, oui, celui-là, à l'instant t égale à 0. Le tout multiplié par 1 sur te. Et si on remplace t par 0, on tombe sur 1 sur te. C'est-à-dire les coefficients C1 sont constants. Et ils sont égaux à 1 sur te, ce qui donnera notre peine de Dirac sous la forme 1 sur te, la somme, puisque c'est une constante, je peux la faire sortir de la somme. Donc j'aurai 1 sur te, la somme de moins l'infini à plus l'infini, de l'exponentielle j de pi n t f e. Donc et comme ça, notre x de t peut être mis sous la forme suivante, donc à savoir 1, notre signal peine de Dirac, je m'excuse, peut être mis sous la forme 1 sur te, la somme de moins l'infini plus l'infini de l'exponentielle j de pi n t f. Maintenant, on va rechercher la transformée de Fourier de ce peine de Dirac. Donc, ce sera la transformée de Fourier de ce terme, c'est-à-dire 1 sur te, la somme de moins l'infini plus l'infini de l'exponentielle j de pi n t f e. Et puisque la transformée de Fourier elle est linéaire, donc la transformée de Fourier d'une somme, c'est la somme des transformées de Fourier. Donc ce sera égal à 1 sur te, la somme des transformées de Fourier du terme exponentielle j de pi n t f e. Et là on va utiliser une propriété de la transformée de Fourier, à savoir la modulation. C'est-à-dire si on a un signal x de t multiplié par exponentielle j de pi f0t, donc du point de vue fréquentiel, sa transformée de Fourier fréquentielle, c'est le signal x de f, c'est la transformée de Fourier du signal x de t, décalé de f0. Donc là, si on veut faire une analogie, donc ici, ce terme-là, on peut le mettre sous la forme 1 fois l'exponentielle j de pi n tf. Donc par analogie, mon x de t c'est 1. Et mon f0 c'est fe. Mon f0 c'est fe. Donc ça veut dire quelle sera la transformée de Fourier de ce terme? C'est x de f moins f0. C'est la transformée de Fourier de x de t. Ça veut dire la transformée de Fourier de 1. Or on sait que la transformée de Fourier de 1 c'est l'impulsion de Dirac. Donc ça veut dire la transformée de Fourier de ce terme, ça sera égal à l'impulsion de Dirac de f avec un décalage. Ici le décalage c'est n fois fe. Voilà. Parce que le n va intégrer le f. Le décalage c'est n fois f. Voilà, donc en appliquant cette propriété de modulation et décalage fréquentiel, on démontre que la transformée de Fourier d'un peine de Dirac, c'est 1 sur te, la somme de peines de Dirac, mais cette fois dans le domaine fréquentiel. Donc voilà, donc la transformée de Dirac d'un Dirac temporel de période te est un peine de Dirac fréquentiel de fréquence fe, voilà, et d'amplitude 1 sur te. Donc voilà la démonstration. Donc une fois la démonstration faite, donc maintenant on peut passer à la formulation sommatoire de Poisson. Donc on va considérer une fonction f, donc une fonction x de t ici périodique, de période t, donc de cette figure. Donc cette fonction, donc ça va consister en une répétition d'un motif phi de t. Donc voilà le motif. Ce motif là donc va se répéter. Donc le x de t peut être on peut le considérer constitué de la répétition d'un motif phi de t qui est représenté ici et qui est défini par phi de t, il est égal à x de t dans l'intervalle t sur 2 à moins t sur 2 ou te sur 2 à moins te sur 2 et il est nul en dehors de cet intervalle. Donc ce motif il est aussi appelé période principale.
Donc c'est la période principale du signal périodique x de t d'origine. Donc cette fonction périodique x de t peut alors se mettre ou s'écrire comme une somme de motifs. Donc voilà, c'est une somme de motifs centrée sur des valeurs multiples de TE, c'est-à-dire ou de T. Donc le premier motif centré en 0, le deuxième motif il est centré en TE, c'est comme si on va dire il est décalé de TE, le deuxième motif il est décalé de 2 fois TE, ainsi de suite. Donc c'est une somme de motifs qui sont décalés avec des valeurs multiples de la période TE ou de la période T. Donc on retrouve ici, c'est la somme de phi de T moins NTE, d'après la propriété de convolution, donc c'est égal à phi de T convolue avec Dirac de T moins NTE, ce qui correspond à un décalage temporel, parce qu'on a dit si on veut décaler temporellement un signal, il suffit de le convoluer avec l'impulsion de Dirac qui est décalée du décalage désiré. Donc voilà. Donc on a convolué phi de T, le motif d'origine, avec les impulsions de Dirac qui sont décalées de n fois TE. Et puisque produit de convolution est associatif, il est distributif et tout ça, donc la somme d'un produit de convolution, donc le phi de T peut sortir pour la simple raison qu'il ne dépend pas de n. Donc on aura ces phi de T fois convolué avec la somme donc de Dirac de T moins NT. Donc et on se retrouve ici avec un peigne de Dirac. Donc la définition typique d'un peigne de Dirac. C'est quoi un peigne de Dirac? C'est une somme, c'est un ensemble d'impulsions de Dirac périodiques de période TE. Donc on prend ce sigma-là et on le remplace par un peigne de Dirac. Donc mathématiquement, un signal périodique x de t, c'est la convolution entre sa période principale et un peigne de Dirac de période TE, la période du signal. Donc, on a pu donc représenter le signal x de t qui était une somme de période principale décalée de n fois TE par le produit de convolution de sa période principale avec un peigne de Dirac. Alors là, on va utiliser le théorème de Plancherel. Donc, qu'est-ce qu'il dit de Plancherel? Si on veut retrouver la transformée de Fourier de x de t, ça sera le produit de cette transformée de Fourier. Donc, x de f sera égal le produit de la transformée de Fourier de la période principale, du motif principal, multiplié par la transformée de Fourier du peigne de Dirac. Donc, on vient de démontrer, donc, voilà, on vient de démontrer que la transformée de Fourier d'un peigne de Dirac temporel est un peigne fréquentiel de Dirac, voilà, de période FE et d'amplitude 1 sur TE. Donc on a remplacé la transformée de Fourier du peigne de Dirac avec l'expression qu'on vient de démontrer il y a quelques instants. Donc le 1 sur T c'est une constante. Donc, donc ce qui va donner le Dirac de f peut entrer à l'intérieur. La transformée de Fourier de la période principale, elle peut entrer à l'intérieur de la somme. Donc on aura à la fin x de f égale 1 sur TE, la somme de moins l'infini à plus l'infini de la transformée de Fourier de la période principale fois Dirac de f moins n fois sur TE, ou n fois FE. Donc maintenant on va essayer d'appliquer la transformée de Fourier inverse pour retrouver le signal d'origine. Donc x de t, ça va devenir égal à 1 sur TE. Donc ici, donc la transformée de Fourier de Dirac de f moins n TE, c'est exponentielle j depuis nf TE fois t. Donc on vient de le démontrer quand on était en train de démontrer la transformée de Fourier du peigne de Dirac. On a utilisé la propriété de la modulation et le décollage fréquentiel. Donc c'est la même chose, la même démonstration. Et là,
Donc, le développement trouvé, donc il ressemble étrangement aux séries de Fourier complexes, avec ici les coefficients Cn représentés par la transformée de Fourier de la période principale. Donc sigma de Cn, donc ça ressemble étrangement à... D'ailleurs, c'est l'origine de la transformée de Fourier complexe. On obtient alors l'identité connue sous le nom de formule sommatoire de Poisson, c'est-à-dire un signal x de t qui était à l'origine la somme de ces périodes principales décalée de TE, c'est égal à 1 sur TE, la somme de la transformée de Fourier de la période principale fois l'exponentielle j de pi n f e t, et c'est là l'origine de la décomposition en série de Fourier d'un signal x de t. Donc voilà pour cette courte vidéo qui concerne la description des systèmes linéaires continus invariants dans le temps. Donc la prochaine vidéo. Donc on peut dire qu'avec ces 3 vidéos, on a fini le traitement ou l'analyse des signaux, que ce soit périodique, non périodique ou les systèmes analogiques. Maintenant on va attaquer une série de 2 vidéos qui concerneront le traitement numérique du signal.